sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à tous et bienvenue sur la radio du Lotus. Ce soir, je suis ravie d'animer cette émission en direct avec Michael. Bonsoir Michael. Bonsoir Caroline et bonsoir à tous. Et bonsoir aux auditeurs. Alors, il est 21h et vous pouvez nous rejoindre sur le chat à l'adresse suivante, donc tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus. Alors, notre invité ce soir est magnétiseur, énergéticien et rebouteux. Il est basé pas très loin de chez moi d'ailleurs, à Namur, en Belgique. Alors, il est également auteur et formateur et membre du GNOMA. Il vient nous parler de son parcours, de son activité, et il nous offre l'exclusivité de son livre sorti aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Secret de magnétiseur aux éditions Le Duc, et préfacé par Arnaud Rioux. Alors nous accueillons Sylvain Periola. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Caroline, bonsoir Mickaël, Bonsoir. bonsoir les auditeurs. Bienvenue parmi nous sur la radio du Lotus. Bienvenue. Merci. Alors je ne me trompe pas, c'est bien la sortie du livre aujourd'hui. Oui, tout à fait, c'est une belle coïncidence, synchronicité. Le livre est paru aujourd'hui, le 20 mars, premier jour du printemps. Donc c'est une belle célébration. Ah oui, c'est bien. Puis en plus, avec nous, alors là, sur la radio du Lotus, en exclusivité. Alors là, Oui. franchement, merci beaucoup. Bravo, ça c'est bien. Et d'ailleurs, c'est mon amie Julie, c'est Julie Détouche qui nous a mis en contact. Donc je remercie Julie, parce que je sais qu'elle écoute souvent nos émissions aussi. Donc voilà, coucou Julie. Voilà, merci Julie, qui en effet aussi est l'attachée de presse de Le Duc, et c'est à ce Voilà. titre-là qu'elle a fait le lien. Alors, ma première question, justement, c'était comment on passe du métier d'ingénieur à celui de magnétiseur? Alors, en fait, j'ai pas cherché à devenir magnétiseur. C'est la vie qui m'a montré cette capacité. Mhm. Voilà, pendant toute une première partie de ma vie, tout simplement, oui, j'ai exercé en tant qu'ingénieur, alors dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, voilà, mais les énergies, on va dire, plus matérielles, plus physiques. Et en parallèle de ce métier, je suivais, on va dire, la voie de l'énergie, qui est une voie spirituelle. Et à un certain moment, j'ai beaucoup pratiqué une méditation donc énergétique sur le cœur que je décris dans le livre Secret de magnétiseur. Et cette méditation a produit des effets inattendus. C'est-à-dire que ma structure énergétique a changé et il y a eu des nouvelles capacités qui sont manifestées. Et parmi ces capacités, il y a donc la projection d'énergie qu'on appelle la projection de chi dans les arts martiaux ou en Asie, dans les traditions asiatiques. Et j'ai découvert que cette projection de chi a des vertus thérapeutiques. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, quand ça s'est mis en place, j'étais le premier surpris. Tout d'abord, je m'attendais pas du tout à ça. Donc, je pratiquais une méditation et cette méditation a déclenché donc des nouvelles capacités. Et ces capacités se sont avérées avoir des effets thérapeutiques. Donc, je me suis documenté à ce moment-là. J'ai rencontré d'autres magnétiseurs. J'ignorais que ça s'appelait du magnétisme en Europe et en Occident. Alors, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs branches, plusieurs techniques ou méthodes énergétiques. Et puis, à un certain moment, j'ai compris que c'était finalement ma vocation. J'ai vraiment été appelé, voilà, à devenir magnétiseur. Et j'ai compris à ce moment-là que euh, c'est comme ça, désormais, que j'allais rendre service aux personnes pour leur bien-être et leur santé. Voilà, donc pour répondre à ta question, Caroline, je n'ai pas Mhm. cherché, ça s'est mis de Mhm. manière, on va dire, Ça s'est imposé. euh, un peu magique, voilà. Mhm. Et puis, j'ai compris que c'était ma vocation finalement. D'accord. Et dans ta famille, il y a des personnes qui magnétisent ou... Alors, non, j'ai, en tout cas, de leur vivant, je n'ai pas reçu de transmission, comme c'est le cas avec certains magnétiseurs qui peuvent
hérité de certains dons, certaines capacités qui sont transmises. Alors, ce n'était pas mon cas, même si par la suite, j'ai découvert qu'en effet, j'ai eu certains ancêtres qui ont pratiqué. Alors, l'un sûrement devait être magnétiseur, l'autre sourcier et la troisième rebouteux. Voilà, donc il y en avait. Donc j'avais peut-être certaines prédispositions, mais que j'ignorais quand ça s'est manifesté. Et je n'ai pas reçu de transmission directe. Donc dans mon cas, c'est plutôt une révélation qui s'est Mhm. faite. Une révélation de nouvelles capacités. D'accord. Et tu es rentré dans le Gnoma comment? Enfin, comment ça s'est passé? Oui, j'avais entendu parler du GNOMA en tant qu'organisation de magnétiseurs, parce qu'il y a très peu en fait d'organisations ou de syndicats professionnels des magnétiseurs. Il me semble qu'il a dû en exister un à un certain moment au Canada, mais qui a arrêté. Il n'y en a pas dans les autres pays francophones. Donc le principal, c'est le GNOMA, donc qui est le groupement pour l'organisation des magnétiseurs, qui est basé donc à Paris et qui a été créé dans les années 1950. Donc c'est une structure qui a 75 ans maintenant. Ce qui m'a donc attiré vers le GNOMA, c'est la déontologie. Laetitia en a parlé il y a quelques semaines. Donc, pour entrer au GNOMA, pour devenir membre du GNOMA, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Alors, l'une, c'est bien sûr de suivre, d'appliquer le code, la charte de déontologie. Et l'autre, c'est aussi de montrer qu'on a des capacités. C'est une chose de le dire, c'est une autre de le faire. Donc quand on rentre au GNOMA, en fait, on est, on va dire, testé sur ses capacités en tant que magnétiseur. Alors testé de deux manières. La première, c'est par des témoignages écrits qui sont vérifiés un par un. Une dizaine de témoignages de personnes qui ont été donc accompagnées, aidées, soulagées par par le magnétisme et les soins énergétiques. Et l'autre moyen, c'est en fait la visite ce que j'appelle un client mystère, qui vient donc faire une séance pour expérimenter ce qui se passe, dans quelles conditions. Et Ah oui, est-ce, c'est et comme dans les est-ce que restaurants. les résultats sont bien obtenus? Il y a une personne qui vient pour voir comment ça se passe, comment on magnétise, c'est ça. Exactement. Et puis donc les témoignages de personnes qu'on a accompagnées. Tout ça, ça permet d'évaluer, d'estimer la capacité. Alors, c'est pas un diplôme, évidemment, il n'existe pas, ça c'est important, il n'existe pas de diplôme officiel de magnétiseur. Voilà, il n'y a pas de diplôme d'État, il n'y a pas de cursus officiel. Par contre, le métier de magnétiseur s'exerce sur la base des résultats. Donc, c'est important, en effet, par rapport à ce qu'on peut euh, savoir faire, de pouvoir le mettre en œuvre et que ça aide finalement les gens, que ça soulage la douleur, entre autres. Voilà. Donc, entrer au Gnoma, c'était à la fois pouvoir m'adosser à une charte, une déontologie qui est très précise, hein, qui est claire, hein. Le point principal de cette déontologie, c'est que le magnétisme est complémentaire de la médecine classique. On ne remplace pas un magnétiseur, on ne remplace pas le médecin. D'ailleurs, Charles de Saint-Savin, un des fondateurs du Gnoma, l'expliquait très clairement. Donc, le magnétiseur est un énergéticien. C'est pour ça qu'on dit Voilà. soulager, non pas soigner, soulager, quoi. Exactement. Donc, on soulage la douleur, on prend soin. Je me considère comme un thérapeute, mais comme un thérapeute d'Alexandrie. Les thérapeutes d'Alexandrie, dans la Grèce antique, ils prenaient soin. Ils mettaient en place les conditions, les techniques pour que la guérison se produise. Mais ils ne se prétendaient pas guérisseurs. La guérison, au final, c'est la personne qui l'accomplit. Et c'est pour ça que dans ma définition du magnétisme, je considère que le magnétisme tel que je le pratique, c'est donc une transmission, comme je disais, une projection, une transmission d'une grande quantité d'énergie, donc qui va agir sur une personne et qui elle-même
va mettre en œuvre donc ses propres capacités d'auto-guérison. Donc je ne guéris pas, par contre, je catalyse, je facilite, je transmets l'énergie qui va permettre certaines conditions de guérison. Donc c'est dans ce sens-là que les thérapeutes d'Alexandrie agissaient. Ils mettaient en place les conditions et ensuite la guérison pouvait apparaître. Et au départ, quand tu as débuté, quand tu as enfin, compris que tu avais des capacités, comment tu as fait pour arriver à canaliser cette énergie et ne pas te fatiguer ou parce que étant médium, moi j'ai eu du mal à vraiment enfin j'ai eu du mal pendant des années, je n'arrivais pas à gérer cette médiumnité. Donc est-ce que pour un magnétiseur c'est plus simple ou pas? Au niveau de la fatigue, au niveau de la C'est une prise très... de douleur peut-être sur l'éventuel Oui, consultant? alors c'est une très bonne question. Concernant la fatigue et la gestion de l'énergie. Dans mon cas, avant de me lancer en tant que magnétiseur, j'ai beaucoup pratiqué pendant des Mhm. heures et des heures, pour vraiment pouvoir le faire dans les meilleures conditions. Donc, j'ai vraiment appris à gérer mon énergie. Et pour revenir à Charles de Saint-Savin, lui-même expliquait, donc dans son livre Le magnétisme et votre santé, que la caractéristique principale des magnétiseurs, leur don principal, ce ne serait pas tellement la transmission, même s'ils peuvent transmettre plus d'énergie, c'est plus la récupération. Les magnétiseurs auraient un don de récupération. Et moi, ce que j'appellerais un don de hum, transformation d'énergie ou un don d'alchimie énergétique. Parce que donc, quand on transmet l'énergie, on est aussi capable de la capter, de l'encoder, de la transmettre et dans certains cas de la transmuter, c'est-à-dire de capter des énergies usagées avant de les transformer dans le cœur énergétique, puis de les retransmettre. Donc voilà, il y a un certain nombre de capacités que j'avais déjà alors développées, mais que j'ai bien sûr approfondies en me lançant en tant que magnétiseur, mais en base, j'avais déjà cette capacité à beaucoup transmettre sans être fatigué. Mais c'est clair que c'est Mhm. un point vraiment très important pour des personnes qui souhaiteraient faire du magnétisme, de faire attention à leur niveau d'énergie, à leur état énergétique. Voilà, et de pouvoir bien comprendre dans quelles conditions elles sont capables de transmettre. Pendant combien d'heures, ça veut dire concrètement, Mhm. hein. Ouais. Quand on en fait son métier, c'est des heures, des heures et des heures. Donc, c'est un entraînement. Je compare ça à des sportifs ou des artistes de haut niveau. Mhm. Pour performer dans leur art ou dans leur sport, ils se sont d'abord beaucoup entraînés. C'est des heures et des heures et des heures d'entraînement. Et ensuite, ils sont capables, grâce à leur endurance, grâce à leur technique, de performer aussi longtemps. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que le magnétisme est à la fois un don et une capacité. Capacité, tout le monde peut, tout le monde a de l'énergie, tout le monde peut en transmettre, j'ai envie de dire un peu. Ensuite, c'est plus un don quand on est vraiment capable d'en transmettre beaucoup et longtemps. Il y a un niveau, c'est comme dans le sport au niveau artistique, il y a le niveau plutôt, euh, on va dire, loisir et le niveau pro. Bah oui, il y a quand même une différence entre les deux niveaux. C'est la capacité de le faire beaucoup et longtemps. Mais tu ne dirais pas que c'est de l'énergie que tu as en trop que tu fournis, c'est de l'énergie que tu transmutes, comme tu dis. Oui, alors c'est euh, ce qui se passe. Donc quand je fais par exemple du magnétisme, un soin énergétique, c'est que, alors je l'explique dans le livre, hein, la technique que j'utilise, je capte d'abord différentes énergies. Ces énergies, je vais aussi les renforcer, on va dire, les, hum, les augmenter dans le cœur énergétique. Je les encode, c'est-à-dire que je leur mets une intention grâce à la verbalisation, et ensuite je vais les transmettre. Transmettre principalement par les mains, mais on peut transmettre aussi par les yeux ou par d'autres
parties du corps. Oui, parce que tu donnes beaucoup d'exercices dans ton livre. En fait, c'est un manuel. Enfin, moi, je trouve que c'est un manuel pratique, théorique et pratique aussi, parce que bon, il y a quoi, 25 exercices, je crois. Oui, C'est accessible, parce que tu sais ce que tu dis là, ça me fait penser à un des exercices. Tu sais, quand tu expliques que tu frottes tes deux paumes de main bien oui, longtemps et ça chauffe et tu les écartes de tes deux, bah voilà, des deux mains, on va dire ça comme ça, et tu ressens la chaleur qu'il y a finalement entre les deux, quoi. Ou alors, si on veut toucher un voilà. objet, ressentir la chaleur au-dessus, c'est ça? Oui, tout à fait, Michael. Ou Donc, si ça ça, picote, ou si c'est... c'est un des chapitres importants Oui, c'est ça. euh, que j'ai cherché donc à développer, c'est le ressenti énergétique. On parle Mm. beaucoup de ressenti, mais on ne le détaille pas. Donc, j'ai vraiment souhaité approfondir ce sujet, Mm, mm. montrer qu'il y a des différences, par exemple, et des ressemblances dans le ressenti quand on émet de l'énergie ou quand on reçoit de Oui, l'énergie, oui, oui, oui. et que, en effet, ce ressenti, il peut être développé, il peut être approfondi, il peut être affiné. Et l'exercice que tu donnes, c'est en effet l'exercice de la sphère d'énergie. On frotte un petit peu les mains, Oui, mais voilà, oui, c'est ça. principalement, on peut ressentir comme une sphère. Alors, il y a de Mm. la chaleur, mais il peut y avoir aussi de la densité, il peut y avoir des picotements, Oui, des voilà, des fourmillements. picotements, c'est ce que, voilà, c'est pour ça. Moi, en tout Exactement, cas, il peut y avoir différents personnellement, ça me fait ressentis. ça quand je l'ai fait. Tu vois, je l'ai fait pour essayer, ça m'a fait ça des Ouais, picotements. Oui. ouais, tout à fait. Donc voilà, en effet, les 25 exercices, alors qui sont en version audio aussi, permettent d'approfondir et d'expérimenter différentes facettes de l'énergie. Parce que donc ce livre, la ligne directrice de ce livre, c'est l'énergie. Avant tout, ce n'est pas un manuel ou un guide pour devenir magnétiseur, même s'il y a un chapitre sur le magnétisme, mais c'est avant tout un guide, un manuel pour comprendre, approfondir, expérimenter les énergies subtiles. Ouais, c'est vraiment un C'est livre qui parle d'énergétique, hein, finalement, parce que complètement. tu parles d'énergie, bien sûr, terrestre, les quatre corps aussi subtils, l'énergie Oui, spirituelle, oui, enfin, c'est quand même, voilà, c'est vaste, quoi. oui. Voilà, Mm. donc le fil Oui. conducteur, c'est l'énergie. Mm. C'est la voie que j'ai suivie pendant des années et que j'ai cherché à résumer, à condenser, à expliquer, à clarifier. Donc c'est pour ça que, en effet, connaître sa structure énergétique, c'est une des bases importantes. Quand on veut utiliser l'énergie, on a besoin de connaître l'outil. L'outil principal, c'est quoi? C'est le corps humain et ses différentes dimensions énergétiques et subtiles. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de bien connaître, comme tu viens de le faire, hein, les différentes structures énergétiques, hein. Il y a trois composantes principales. Il y a une composante, en effet, les différents corps subtils, hein. Mm. Je considère il y en a quatre. Oui, Les différents chakras, il y en a 7 plus 21, les chakras mineurs en général qu'on n'aborde pas, on en 7 parle chakras moins. majeurs et 21 chakras mineurs. Mm. Et puis il y a aussi les canaux énergétiques ou les méridiens en médecine traditionnelle chinoise. euh, qui sont aussi 17. Alors, il y en a 17 principaux, plus il y en a beaucoup plus des secondaires. Mhm. Tu Voilà, parles donc du nombril, du cœur aussi, enfin certaines parties du corps, les trois parties et le haut de la tête aussi, pour les énergies aussi, pour ressentir. oui, alors ça c'est plus les trois Oui. foyers énergétiques qui sont des structures énergétiques alors spécifiques euh, que j'ai découvert plus dans des approches gnostiques, donc dans la tradition de la gnose, qui décrivent, même si on peut les retrouver aussi en médecine traditionnelle chinoise. Donc il y a le foyer du cœur, hein, c'est vraiment là, dans mon cas où j'ai réalisé l'alchimie énergétique, le foyer du cœur, le foyer du bassin ou du nombril et le foyer de la tête. Et en médecine traditionnelle chinoise, on retrouve en effet les trois dantian. Il y aura le dantian inférieur, médian et supérieur. Mais je ne suis pas spécialisé en médecine traditionnelle chinoise. Non, mais moi je connais pas bien non plus, mais c'est vrai que j'ai appris ça aussi dans ton livre, quoi, parce que je trouve que c'était intéressant. Et tu sais même, est-ce que tu pourrais nous expliquer, parce que tu parles des énergies célestes, énergie Oui, ambiante, énergie oui, terrestre, les trois sphères, oui, on va dire, d'énergie, quoi. oui, tout à fait. Alors, j'ai cherché à définir plus précisément les énergies subtiles. On parle aussi beaucoup d'énergie subtile, mais qu'est-ce que c'est les énergies subtiles? On se rend compte que dans toutes les traditions, donc dans toutes les voies, en particulier les voies spirituelles, on a donné un nom à l'énergie.
Alors on l'a appelé le prana, par exemple, dans l'hindouisme. On l'a appelé le mana en Océanie. On l'a appelé le chi ou le ki en Chine ou au Japon. On l'a appelé le ka en Égypte. Voilà, il a vraiment pris plein de noms. Et d'ailleurs, dans le livre, je donne tous les noms que j'ai recensés. Il doit y en avoir au moins une vingtaine. Donc, l'énergie subtile a été considérée donc comme on peut appeler ça un agent, une force invisible, mais présente depuis des millénaires. Elle a été découverte depuis des millénaires et utilisée. Donc, le terme moderne, c'est énergie subtile, hein, pour les différencier des énergies plus physiques ou matérielles. Donc, on pourrait dire énergie subtile ou énergie spirituelle. Et donc, ces énergies subtiles et spirituelles ont certaines capacités, voilà, ont certaines propriétés. Donc, et ces propriétés font qu'elles agissent d'une certaine manière. Un des points communs donc, des trois types d'énergie que tu as cités, parce qu'après, en effet, on peut les qualifier, même si à la base, ce sont toutes des énergies subtiles, il y a différents types d'énergies subtiles. Ce que je montre, c'est que toutes ces énergies subtiles, elles ont une source commune. Et cette source commune, c'est l'amour. L'amour avec un grand A. Hein, l'amour qu'on a appelé préma dans l'hindouisme ou alors agapé chez les Grecs. C'est l'amour infini, l'amour inconditionnel, l'amour absolu. Voilà. C'est de cet amour donc que proviennent toutes ces énergies subtiles. Hein, donc l'amour en tant que force, l'amour en tant qu'énergie, hein, qui est vraiment la puissance, la plus grande puissance dans l'univers. Donc les énergies subtiles proviennent de cette source d'amour. Et ensuite, oui, elles peuvent se décliner en différents niveaux. Hein. Donc il y a plutôt les énergies, on va dire, célestes, les énergies plus, alors avec des guillemets, parce que c'est toutes des énergies spirituelles, mais c'est comme des énergies plus spirituelles, du haut, hein, qui viennent du monde d'en Oui, oui, haut. c'est ça. Il y a les énergies plus terrestres, telluriques, qui viennent du monde d'en bas. Et puis les énergies que j'ai appelées ambiantes, qui viennent du monde du milieu, là où on se trouve. Là où on est, voilà, c'est ça. Voilà, exactement. Mais toutes ces énergies subtiles sont des déclinaisons, hein, de cette même grande énergie d'amour. Voilà, donc elles ont ces capacités, hein, entre autres, elles ont des capacités thérapeutiques, elles ont des capacités réunifiantes, elles ont des différentes capacités qui leur permettent d'être agissantes. Voilà, c'est une de leurs particularités, même si elles sont subtiles, elles peuvent agir, interagir avec la matière. Oui, oui, oui. Oui, de toute façon, l'énergie terrestre, là, par exemple, tu donnes un exercice pour être ancré, pour bien mettre les pieds au sol ou dans la terre, par exemple, ou quoi, c'est l'énergie terrestre, donc, finalement. Oui, tout à fait. Mais énergie subtile terrestre. C'est subtil, donc, on est d'accord. Voilà, oui, c'est ça. On reste dans ce domaine-là. Oui, parce qu'après, il peut y avoir d'autres énergies physiques. Oui, après, oui, c'est ça. Hein, comme il y a des énergies physiques célestes. Mais non, là, on se situe à un autre niveau. Hein. Donc, voilà. Bon, alors moi, déjà, j'aurais plein de questions après, mais Caro... Et donc, en fait, tu utilises les trois en même temps. Oui, j'utilise... Alors, j'ai découvert pour échanger avec d'autres praticiens de techniques énergétiques que selon les techniques énergétiques, on n'utilise pas tous les types d'énergie. Voilà. Une des particularités, je trouve, du magnétisme, c'est que chaque magnétiseur, en fait, construit, élabore sa propre pratique. Il y a une base commune. Hein, on vient de la voir. La base commune des magnétiseurs, en fait, le secret des magnétiseurs, hein, c'est l'énergie. Les magnétiseurs sont des énergéticiens. Hein, ils utilisent l'énergie. Voilà. Mais selon les techniques, selon les approches, certains vont plutôt utiliser des énergies célestes. C'est clairement le cas du Reiki. Pour avoir échangé même avec des maîtres Reiki, ils m'expliquaient clairement, oui, qu'eux, ils utilisent une énergie descendante. Très clairement, mais pas une énergie ascendante. Alors que dans d'autres pratiques, peut-être des pratiques plus chamaniques, on va beaucoup utiliser des énergies ascendantes.
qui monte. Voilà. Et dans mon approche, en effet, Caroline, je fais une synthèse des différents types d'énergie. Il y a des énergies aussi bien descendantes, ascendantes que environnantes qui sont utilisées. D'accord. Et tu vois une différence dans la façon de canaliser l'énergie en fonction des personnes ou des situations, alors? Ce que j'ai découvert et expérimenté concernant l'énergie, c'est que l'énergie a deux aspects. Elle a un aspect force, puissance, intensité, et elle a un aspect information, intention, verbalisation. Donc, dit autrement, elle a un aspect plus quantitatif et un aspect plus qualitatif. Et par rapport à ces deux aspects, l'énergie a, on va dire, son intelligence. C'est-à-dire que, au-delà des transmissions d'énergie que je peux faire, par exemple, l'énergie va là où il y a besoin. Oui. Dans un certain nombre de cas, voilà, une personne qui reçoit donc un soin énergétique ou de magnétisme verbalise tout d'abord un certain nombre de problèmes de santé, par exemple, qui sont clairement identifiés. Mais pendant le soin, il peut y avoir aussi d'autres zones qui réagissent. Et sans que ce soit verbalisé, en tant que magnétiseur, je peux détecter que ces zones-là ont aussi besoin. Et dans certains cas, sans le détecter, la personne va me faire un retour que telle zone a réagi sans qu'elle l'ait verbalisé. Dans ces cas-là, c'est vraiment l'énergie qui a utilisé son intelligence propre. Dans le deuxième cas, c'était plutôt euh, mes capacités de réception, de détection, qui ont justement identifié une partie, une zone, un organe, ou alors un système qui avait besoin d'être soit nettoyé, soit renforcé, soit rechargé. D'accord. Donc, l'énergie a une intelligence. Et d'une personne à l'autre, oui, la transmission peut être différente en puissance d'un côté et aussi en qualité de l'autre. C'est-à-dire que selon les personnes, il peut y avoir une qualité, par exemple, plus liée à la paix qui se met, ou alors à la joie. Voilà, qui sont d'autres facettes euh, de l'amour, en fait. Amour, joie et paix sont très liés. Donc, un même soin sur une même pathologie ne va Oui. pas agir de la même façon chez l'un et Non, l'autre. Ok. non. D'autant que dans mon approche, je ne prends pas soin de pathologie ou de maux ou de problèmes de santé, mais je prends soin de personnes, de manière globale. Tu ne veux pas savoir pourquoi la personne vient ou si Ah tu si, si, demandes si, quand bien même? sûr. Si, Oui, si. d'accord. Ah si, 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 bien sûr. Mais ce que je suis en train d'exprimer, c'est que le magnétisme agit à différents niveaux. Il agit bien sûr au niveau des problèmes qui peuvent être exprimés et à d'autres niveaux où il peut y avoir certains déséquilibres. Donc il y a le niveau physique, bien sûr, qui s'exprime généralement. Mais au-dessus du niveau physique, ça correspond aux différents corps subtils. Donc il y a le corps énergétique. Ensuite, il y a le corps émotionnel. Et enfin, il y a le corps mental. Alors, on ne va pas trop détailler le corps spirituel, hein, qui est le quatrième corps subtil, mais si on prend déjà les trois autres, voilà, euh, ils sont interconnectés, ils interagissent les uns avec les autres. Donc, même si, en effet, tu vois, j'agis sur ce qu'on appelle une pathologie, sa cause, elle peut être vraiment différente d'une personne à l'autre. Donc, chaque soin, chaque séance de magnétisme est adaptée, on va dire. C'est du sur-mesure à la personne, parce que je prends en compte la personne de manière globale, holistique. Et même si ça peut s'exprimer d'une manière qui semble la même d'une personne à l'autre, la cause peut être totalement différente. Et Oui, ça alors, dépend de même chacun. si, voilà, dans certains cas, la cause peut être la même. Oui, il peut y avoir certains problèmes émotionnels qui créent certains troubles, par exemple, de la même manière selon les personnes. Mais c'est une approche qui est quand même individualisée.
hein. Faire un soin énergétique, un soin de magnétisme, c'est très individualisé. En même temps, heureusement, hein. Oui, Bah donc oui, quand même. Mm. voilà, ça fait Oui. partie des particularités, hein, du magnétisme en tant que Mm. thérapie énergétique, c'est que c'est adapté, donc individualisé et aussi modulé selon chaque personne. Ça fait partie des propriétés du cœur énergétique, de vraiment pouvoir moduler. C'est-à-dire que quand, quand je capte, quand je renforce et quand j'encode dans le cœur énergétique, il y a aussi une modulation qui se fait pour que l'énergie transmise, elle soit le plus facilement hum, intégrée par la personne qui la reçoit. Est-ce que tu pourrais nous parler, si tu veux bien, de ce que tu appelles les boucliers énergétiques, créer un bouclier énergétique autour de soi? Parce que bon, tu sais, il y a un chapitre aussi qui m'a vraiment Oui. interpellé, c'est aussi les vampires énergétiques, tu sais, parce que c'est très important comment augmenter le taux vibratoire et comment faire pour essayer de, on va dire, voilà, d'éviter ces vampires énergétiques, si on peut dire ça comme ça, quoi. Oui, merci Michael. Ça, c'est un sujet assez brûlant qui n'est pas toujours abordé. Bah oui, malheureusement, c'est pour ça que j'en parle, justement. C'est ça, parce que moi, j'ai affaire à pas mal de vampires parfois. Enfin, on va dire ça comme ça. Donc, non, mais c'est vrai Oui. en plus. Bah, Caro, toi Oui. aussi. Donc, c'est pour ça que Oui. ça nous arrangerait si tu peux nous. Tu vois, comme ça, on saurait un petit peu comment faire, quoi. Oui. Voilà, quoi. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai abordé ce sujet-là? Parce que ça fait partie de la logique de la gestion de l'énergie interne. C'est comme pour une maison. Voilà, avant d'installer un système de chauffage, on isole. Eh ben, c'est la même chose pour la structure énergétique du corps humain. C'est-à-dire qu'avant de chercher à développer, renforcer, équilibrer, par exemple, ses centres d'énergie, les chakras, c'est important de vérifier ou de réparer les fuites, les pertes. Et un grand nombre, voilà, de fuites ou de pertes énergétiques peuvent être liées, on va dire, à des interactions que je vais appeler, voilà, avec des guillemets, mais négatives avec certaines personnes. Et il y a deux catégories. Tu en as décrit une, mais il y a aussi les voleurs énergétiques, hein, ceux qui prennent de l'énergie. Ce sont soit, alors c'est ceux que j'ai appelés les voleurs énergétiques qui vont utiliser plutôt des techniques psycho-émotionnelles. Et de l'autre côté, il y a les vampires énergétiques qui, eux, utilisent uniquement des techniques énergétiques. Donc, dans le premier cas, alors, on retrouve ça, oui, c'est un point important. Euh, Dans ce livre, j'ai cherché aussi à sourcer toutes les informations que je donne. Donc il y a plus de 100-120 références par rapport à tout ça. Et là, par exemple, sur ce point particulier, donc je donne mes sources. Et c'est en particulier, ça vient de la prophétie des Andes, par exemple, sur les différents, on va dire, types de voleurs énergétiques. Hein. C'est vraiment le... Oui. Mais il y en a, ils se rendent ce- même pas compte en plus, hein. Non, Puis c'est non. inconscient, quoi. Oui, 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 oui. Donc, alors, si je reprends les différentes catégories, voilà, il y a différents types de voleurs énergétiques. Donc, c'est James Redfield, hein, la Oui, prophétie la prophétie céleste, des la Andes, prophétie qui est des très Andes, bien d'ailleurs. Mm. qui décrit très bien en fait 5 types de voleurs énergétiques. Le premier, on le connaît tous, hein, alors c'est par ordre un peu de fréquence, c'est celui que j'ai appelé le moulin à parole. Voilà, celui qui parle, celui ou celle qui parle, 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 sans arrêt, sans laisser la possibilité de répondre. Voilà. Donc ça, c'est une première technique. Alors, ces techniques sont courantes, hein. Vous allez reconnaître ces situations parce que c'est des situations de la vie quotidienne. Mais c'est des situations donc Mais c'est vrai. psycho-émotionnelles où, après cette interaction, eh ben, généralement, on se sent vidé, Ah on oui. se sent, même dans certains cas, épuisé, ou on se sent, on va dire, mal ou baissé en vibration. Mais est-ce Voilà. qu'eux, ils augmentent en vibration parce que finalement, comme nous, on a moins d'énergie, ils nous prennent notre Ben, énergie quand même, c'est au ça. Il y a, final. il y a- Il y a un il y a un échange. transfert, hein. Ouais, il y a un transfert, voilà, oui. Il y a Oui, un oui. transfert d'énergie qui se fait, si Mhm. ce n'est que ce transfert, il n'est pas positif et il ne se fait pas dans un cadre qui est clair. Oui, Voilà. oui.
Voilà. Mais en effet, il y a bien un transfert. Donc, le moulin à parole, c'est la première catégorie. Le deuxième, c'est celui qui vraiment va faire peur, celui qui cherche à intimider par la violence ou la colère, celui qui explose de colère ou de rage pour un oui ou pour un non. Voilà, hein, il peut vraiment, lui, il va utiliser la peur, hein, c'est par la peur qu'il va prendre de l'énergie. Une troisième catégorie, c'est celui qui pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, de manière limite très intrusive, trop curieuse, sur tout. Voilà, hein, celui qui questionne vraiment et qui a tendance à vous envahir, hein, qui envahit. Oui, Lui, c'est oui. la technique de l'envahissement. Voilà. La quatrième, l'avant-dernière catégorie, c'est l'inverse du premier, c'est-à-dire que c'est celui qui se tait, qui ne dit rien. T'as envie de lui dire, mais putain, fais chier, parle, vas-y, ça me casse la tête, là. Exactement, celui qui se mure dans le Ah, moi, silence. ça m'énerve Et, aussi, ça. C'est vrai. oui, oui, oui. C'est bon. Et, T'as l'air de dire, mais non, mais lui, il est quoi? Il s'en fout pas, il est là. C'est vrai, ça et c'est fait ça. exactement ça. Hmm. Donc, qu'est-ce qu'il crée? Qu'est-ce qu'il induit? Lui, c'est des doutes. On ne Bah sait oui, des pas. doutes. Oui, On ne c'est sait ça, pas. quoi. Hmm. Et le dernier, hein, qui est très répandu aussi, c'est le plaintif, celui qui fait sa victime de tout. Ah oui, Voilà. ça aussi, oui. Ah non, Voilà. mais arrête, parce que quand tu les cites, à chaque fois, je pense, est-ce qu'il y a telle personne que je connais? Maintenant, ça y est, c'est bon, tu vois, ça y est. Ouais, Tu me ouais. fais le Je tour de pense mes... on est tous le voleur énergétique à un moment de notre vie avec quelqu'un, hein. Alors, plus ou moins, parce que justement, quand on apprend à utiliser donc les énergies subtiles, quand on suit la voie de l'énergie, c'est des situations qu'ensuite on ne va plus reproduire, justement, parce que la gestion de l'énergie, c'est devenir responsable de son énergie. Et plutôt que de la prendre chez les autres, parce que là, donc, on vient de voir, ça c'est le vol énergétique, plutôt que de la prendre chez les autres, on peut apprendre justement à beaucoup mieux gérer son énergie et capter, produire de l'énergie. Donc c'est par défaut. Et c'est ça un des objectifs majeurs de ce livre, c'est que j'ai cherché à montrer que euh, on peut devenir, et c'est possible de l'apprendre, on peut devenir beaucoup plus autonome dans sa gestion énergétique. Il y a trop, voilà, il y a trop de relations euh, qui sont basées sur le vol ou le vampirisme énergétique. Or, on peut faire autrement. Et devenir responsable de son énergie, c'est justement apprendre à ne plus prendre, voler l'énergie chez les autres, mais conserver la sienne et la développer. Et ça, c'est possible. Une Mais question d'Hélène par rapport à oui, ça. Ah, oui. Donc, elle demande, est-ce que les voleurs énergétiques et les vampires énergétiques utilisent les énergies qu'elles volent aux autres? Est-ce qu'elles font ça parce qu'elles n'en ont pas assez ou parce qu'elles en veulent plus? oui. Alors, aussi bien les voleurs que les vampires énergétiques donc, prennent de l'énergie. Alors, ça ne va pas se faire dans les mêmes conditions. On a vu dans un cas, c'est plutôt dans des interactions sociales que ça se passe. Et là, c'est généralement des grandes quantités d'énergie qui sont prises. Les vampires énergétiques, eux, sont beaucoup plus discrets, hein. C'est comme dans les mythes, hein, du vampire qui se cache, hein, qui craint la lumière. En fait, c'est parce qu'ils restent dans l'ombre. Ils ne veulent pas qu'on détecte leurs pratiques. Et leur pratique, eux, c'est de prendre des petites quantités pour rester beaucoup plus discret, mais sur un plus grand nombre de personnes. Voilà. Et eux, donc, vont plutôt opérer dans des lieux où il y a beaucoup de personnes. Dans des cafés, par exemple, dans Dans des des salles centres de cinéma, commerciaux et tout, par exemple. oui, dans des centres commerciaux, pendant des concerts, etc. Mais Ils n'ont oui. pas nécessairement besoin d'un contact physique. Non. Mhm. Alors, certains utilisent le contact physique parce que c'est un très bon moyen de faire une connexion énergétique. Beaucoup utilisent le regard. Quand on se sent observé par quelqu'un et puis qu'on Exactement. regarde cette personne et qu'on croit à son Exactement. regard, ouais. Voilà. Vous avez certainement fait l'expérience de tout à coup sentir quelqu'un qui vous regarde dans le dos. Mhm. Mhm. Et vous vous Oui. retournez, et en effet, la personne, généralement, cette personne est en train de pratiquer, voilà, hein, du vol d'énergie dans votre dos. Oui, Et les personnes qui, par exemple, qui serrent la main ou
qui font des petites tapes dans le dos, mais en fait, Oui. qui gardent un contact physique, enfin, parfois, Alors, quelqu'un nous tient la main et inconsciemment, enfin, non consciemment, on se dit, mais quand est-ce qu'il va lâcher cette main? voilà. Alors attention, Ouais. on va pas généraliser ni Non, bien sûr. dramatiser, hein. Toutes les personnes qui vous regardent ou toutes les personnes qui vous saluent ne sont pas des vampires énergétiques. Mais en effet, c'est quand ça devient insistant, c'est quand vous ressentez un malaise, qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et dans certains cas, c'est encore plus masqué, c'est-à-dire que vous n'allez ressentir les effets qu'après. Sur le moment, vous ne sentez rien. Par contre, il y a une marque, vous êtes marqué et on va vous prendre de l'énergie ensuite, pas sur le moment même. Donc, c'est comme des empreintes, en fait. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que des personnes avec qui on a eu une relation Oui, physique, on va dire, c'est encore plus fort. oui. Donc c'est pour ça que Hmm. c'est très important, en effet, quand on se sépare d'une personne, de pouvoir faire aussi un certain rééquilibrage, nettoyage énergétique pour reprendre pleinement son autonomie. Propriété de soi-même, quoi. Exactement, parce que Mhm. sinon, il y a encore des liens, Eh oui, et oui, selon les oui. personnes, si ce sont des personnes, on va dire, toxiques, elles peuvent continuer à vous prendre de l'énergie à distance. Alors, écoute, tu sais, il y a plein de questions. Merci parce que ça fait vraiment, là, l'émission, ça fait beaucoup de couler de, pas d'encre, mais sur le chat, mais de questions. Donc, c'est super, vraiment. Donc, ok. Bon, ben, il y a Steph qui dit poignée de main à la Trump. Bon, Oh, c'est marrant ça, Steph. Alors là, ah oui, c'est alors, possible. ben, Steph demande comment répondre à ce vol d'énergie en live. Alors, pour répondre pour se protéger, c'est d'abord, en effet, c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est un des buts du livre, c'est d'en avoir connaissance. Dans le livre, alors soyez rassurés, je donne des moyens de se protéger. Le concept, on va dire, innovant que j'ai développé, c'est celui de l'immunité énergétique, justement. On n'en parle pas assez. Et l'immunité énergétique, il est basé sur deux piliers. Il y a un pilier connaissance et un pilier action. Votre immunité énergétique, elle fonctionne comme l'immunité du corps, comme l'immunité biophysique. Dans votre corps, hein, vous avez un certain nombre euh, d'éléments qui, au contact, voilà, d'un virus, d'une bactérie, d'une maladie, vont réagir d'une certaine manière. Qu'est-ce qui se passe dans un premier temps? Parce qu'ils reconnaissent et ensuite ils agissent. L'immunité énergétique, c'est la même chose. Vous avez besoin de reconnaître ce qui se passe pour ensuite pouvoir agir de manière appropriée. Donc, euh, pour répondre directement, quand vous ressentez donc dans un lieu, voilà, euh, un lieu avec un certain nombre de personnes, quand vous ressentez à un certain moment une, un certain malaise, ou alors une pression, ou alors certaines idées ou pensées qui deviennent un peu obsédantes, un peu ruminantes, il peut se passer quelque chose. C'est les premiers signes que, il se passe quelque chose. Le premier moyen de se protéger, c'est de, en fait, quitter le lieu où ça se passe, mettre quand même de la distance. Et le deuxième moyen, quand vous avez l'habitude d'utiliser votre structure énergétique, c'est immédiatement de renforcer votre structure énergétique, ce que Michael a appelé le bouclier. Mais ça, c'est à faire en général de manière plus comme un entraînement. Mhm. C'est-à-dire que vos corps subtils ont, dans leur fonction de base, la protection. Mais il se trouve que dans certains cas, voilà, dans certaines situations, comme celle qu'on vient de décrire, il y a besoin de renforcer ces protections. Comme le système immunitaire, dans certains cas, il a besoin d'être boosté. Eh ben, c'est la même chose avec votre système énergétique. Il a besoin d'être renforcé. Donc un bon moyen, c'est d'abord de quitter le lieu où ça se passe et ensuite immédiatement de renforcer la protection énergétique. Et en même temps, on peut faire aussi un nettoyage énergétique. Alors c'est plus compliqué, alors évidemment, ça demande un certain entraînement. C'est moins évident à faire sur soi, donc dans ces cas-là, vous pouvez faire appel à un énergéticien ou un magnétiseur pour le faire, hein, si vraiment ensuite il y a des conséquences, hein, si vous sentez que ça ne va pas du tout, hein, dans les jours suivants.
Ou alors, si vous êtes entraîné, Oui. vous pouvez le faire directement sur vous-même. Mais est-ce que c'est, enfin, ça va avec ce que tu expliques dans ton livre de nous imaginer sous une pluie de lumière? Oui, exactement. Ça, c'est l'exercice Oui, c'est un de exercice. nettoyage-protection. Mm, Alors, en complément de ce nettoyage-protection, ou tout au moins comme outil de base, vous pouvez faire un scan énergétique. Le scan énergétique permet, quand on a l'entraînement, justement, d'identifier s'il se passe certaines pertes ou vols d'énergie dans votre structure énergétique. Une fois que vous avez identifié donc ces pertes ou ces vols énergétiques, vous pouvez agir dessus pour les réparer ou pour les nettoyer. Mais il y a énormément de personnes qui se disent vampirisées au travail, hein. Oui, il y a Là, des... c'est plus compliqué. Oui, 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 oui. Donc ça nécessite dans ces cas-là de régulièrement faire ce nettoyage, renforcement de protection. Donc le nettoyage, hein, c'est en effet un des exercices que je propose, c'est vraiment d'imaginer. Oui, c'est une des propriétés hein, du cœur énergétique, c'est de pouvoir utiliser votre imagination créatrice. Voilà, nous sommes tous des créateurs, dans le sens où nous avons des capacités réelles de création, et en particulier dans l'invisible. Alors ça ne se voit pas toujours dans le monde visible que nous sommes des créateurs, mais dans l'invisible, c'est très direct. Vos pensées, vos émotions, votre niveau énergétique se perçoit dans l'invisible. Oui, bien sûr. Donc en utilisant votre imagination créatrice, c'est vraiment possible de nettoyer. Donc nettoyer, vous pouvez par exemple imaginer comme une pluie ou une douche de lumière qui vient couler donc sur vous et qui va nettoyer vos différents corps subtils. Voilà, ça peut être un premier moyen de faire et en complément de renforcer votre protection énergétique. Donc il y a différentes formes qui peuvent être utilisées, hein. La protection énergétique, c'est vraiment de mettre une protection. Le principe, c'est une protection qui va de la tête jusqu'aux pieds Oui, parce et que qui tu parles couvre tout le d'imaginer des corps. racines sous nos pieds aussi. Oui, alors ça, c'est un autre exercice. Pour L'exercice l'ancrage, c'est ça? de l'ancrage, Oui, oui, exactement. oui. Mm. L'ancrage, alors on pourra en parler, Oui, mais oui, là, on peut en parler aussi. pour revenir donc à la protection énergétique, donc c'est d'imaginer une forme euh, qui va justement permettre de protéger, de filtrer les énergies, on va dire, négatives. Donc cette forme, ça peut être assez classiquement, voilà, plutôt une bulle de lumière ou une sphère de lumière, ça peut être un tube de lumière, ça peut être un diamant de lumière, ou deux dernières que j'utilise, ça peut être soit en effet un bouclier de lumière, là c'est pour des situations très confrontantes, avec un bouclier avant et un bouclier arrière, ou celui que j'aime bien utiliser, c'est un habit de lumière. L'habit de lumière, c'est comme une combinaison voilà, de plongée, donc très proche du corps, mais aussi très efficace. Voilà, donc il y a différentes possibilités de renforcer sa protection énergétique. Mais soyez rassurés, vous avez tous une protection énergétique. Maintenant, dans certains cas, voilà, il y a besoin de la renforcer, de la stimuler et de la réparer aussi. Est-ce que certaines personnes ont une énergie spécifique qui attire plus les vampires énergétiques? Certaines personnes donc peuvent avoir, on va dire, suite à leur parcours de vie, un certain nombre de difficultés, voire de traumatismes, avoir une structure énergétique qui est déjà endommagée. Donc dans Mm. ces cas-là, c'est plus facile d'aller chercher de l'énergie dans ces structures-là que dans une structure qui est en pleine forme. Mais elle est peut-être de moins bonne qualité, non? Oui, Il n'y a mais pas une question de qualité? c'est vrai. En même temps, elle est plus facile à capter, on va dire. Mhm. Alors que dans l'autre cas, voilà, une personne qui a sa structure énergétique euh, complète, on va dire, avec une intégrité et puis une immunité, va repérer beaucoup plus rapidement ce qui se passe et pourra aussi agir. Mais aussi. Mhm. De Voilà. toute Donc, façon, les failles dans nos corps énergétiques, c'est nous qui nous les créons. C'est pas celui qui essaie de nous voler l'énergie. hmm,
C'est nous qui créons nos failles à la base. On va dire généralement oui. Généralement oui. Voilà. Les failles peuvent être créées en effet par des situations, peuvent être créées par des croyances aussi, peuvent être créées par des émotions, alors des croyances qui sont répétées, 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 par des émotions aussi, qui sont une fois de plus répétées, répétées, et qui, à la longue, peuvent produire voilà, un affaiblissement. Il peut y avoir aussi, alors un autre cas de figure, il peut y avoir aussi des chocs, des chutes ou des opérations qui produisent aussi des failles énergétiques, qui, si elles ne sont pas colmatées, peuvent rester telles quelles. J'avais l'exemple, par exemple, d'une personne qui se retrouve, je sais pas, dans le coma ou autre, à l'hôpital, et une personne qui est à son chevet et qui, est-ce qu'elle peut être euh, parasitée, enfin, par la personne qui est dans le coma? Enfin, une personne qui est dans le coma va avoir besoin aussi d'aller chercher, enfin, est-ce qu'il va avoir besoin d'aller chercher de l'énergie quelque part? Indirectement, je veux dire, mais enfin inconsciemment. Oui, alors je ne suis pas spécialisé du tout de cette situation. De ce que je perçois d'une personne dans le coma, c'est que ces structures énergétiques ne sont pas pleinement actives et il y a une partie d'ailleurs qui n'est pas présente localement. Donc, elle ne peut pas agir de la même manière qu'une personne pleinement consciente. Ouais, ok. C'est parce que quand on va à l'hôpital, c'est vrai que si on reste un petit temps, alors que enfin, que nous ne sommes pas le malade, voilà, on a tendance à sortir de ces lieux en étant, enfin, moi, quand je vais à l'hôpital, quand je sors de l'hôpital, je suis un petit peu fatiguée, quoi. Oui, alors clairement, quand on développe une certaine sensibilité, il y a des lieux dans lesquels il vaut mieux ne pas rester trop longtemps, en effet, qui sont très Mm. chargés. Alors, c'est pas ma spécialité, la géobiologie ou alors la radiesthésie, donc la santé des lieux, mais c'est clair que certains lieux peuvent être très chargés. Oui, par toutes les vibrations de maladie, de souffrance, de détresse, de douleur dans ces lieux. Bien sûr, il y en a beaucoup. Et c'est concentré. À l'inverse, il y a des lieux de nature, des lieux de célébration, des lieux de rituels qui sont élevants. Voilà. Donc, pour contrebalancer tout ça, il y a des lieux, en effet, où on peut se sentir rabaissé au niveau vibratoire. Il y a d'autres lieux où, au contraire, on se sent élevé au niveau vibratoire. Donc, les lieux peuvent aider, en effet, contribuer à une élévation ou un abaissement vibratoire, c'est sûr. Mais tu sais, Ouais, je voulais ouais. savoir, selon toi, de manière énergétique, comment on pourrait percevoir un artiste, par exemple, quelqu'un de connu qui fait un concert, mais tu as voilà, je ne sais combien de centaines ou de mille Ouais, personnes. Ça veut dire que tous ces gens-là lui donnent leur oui, énergie, parce que souvent les artistes, quand ils ressortent de scène, ils sont complètement, limite, ils pleurent, ils sont vraiment pas bien, enfin oui, pas bien, parce que c'est le changement brutal. C'est quoi? Enfin, comment tu vois oui. ça? Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ça s'appelle un égrégore. Ah, Quand une voilà, grande avec tout le foule, monde. Ouais, oui, oui, quand oui. une grande foule est rassemblée, mais on trouve des égrégores dans beaucoup de rassemblements. Quand une grande foule est rassemblée, il y a un égrégore qui se crée. Et cet égrégore, en effet, s'il est dirigé vers une personne, en effet, toute l'attention est focalisée vers le chanteur ou l'artiste qui se produit, il peut en recevoir beaucoup. Voilà. Ça fait partie des lois énergétiques que je décris aussi dans un des chapitres, ce que j'ai appelé les 12 lois énergétiques. C'est la loi de l'attention. Bah, il pourrait pas faire tout ce qu'il fait sur scène, d'ailleurs, finalement, peut-être, parce qu'il en a tellement, tellement qu'on lui donne d'énergie que ça le booste aussi à fond, quoi. Oui, complètement. Il utilise Il utilise l'énergie des. grandement l'énergie de l'égrégore dans Mm, ces mm, cas-là. Et vous mm. avez des égrégores voilà, dans beaucoup de rassemblements, donc aussi bien des événements, donc des événements culturels, mais les événements sportifs aussi. Et dans toutes les grandes associations, les clubs, les mouvements ont leur égrégore. Voilà, à partir du moment où un grand nombre de personnes euh,
focalise donc son attention sur on va dire, un objectif commun, une cause commune ou un intérêt commun, ou voilà, un sportif ou un chanteur, eh bien, il y a un égrégore qui se crée. Même dans le travail, je veux dire, Oui, parfois on a un groupe qui s'entend bien dans un travail et puis il y a un élément extérieur qui vient s'intégrer dans le groupe. Et dès que cette personne rentre dans la pièce, on dirait qu'il y a un froid total. Mais on pourrait catégoriser ça dans le vol d'énergie aussi, ou il y a un changement de vibration à oui, c'est partir du plus, moment. oui, dans ce cas-là, de ce que je perçois, c'est plus une incompatibilité vibratoire qui se Mhm. manifeste, sans qu'il y ait un vol. S'envole. Mhm. Donc, c'est plutôt deux vibrations qui sont incompatibles. Mais qui, à la longue, va faire baisser la vibration du lieu si ça se reproduit tous les jours, au final. Alors, c'est sûr que trop d'incompatibilité vibratoire peut, en effet, créer voilà, certaines perturbations ou déséquilibres énergétiques. Ça crée de la disharmonie, en fait. Mhm. À l'inverse des énergies subtiles, dont une des caractéristiques, une des propriétés, c'est justement, sont des énergies qui sont harmonisantes. Les énergies subtiles cherchent à harmoniser, entre autres, à réunifier, à créer, dit autrement, à créer de la beauté. Hein, l'harmonie, c'est ça, à différents niveaux, hein, pas que de la beauté physique, hein, de la beauté vibratoire aussi. Donc, quand on a trop de disharmonie, oui, ça peut provoquer des conflits, ça peut provoquer donc des chutes vibratoires, voire des maladies aussi. Ouais. Il y a Steph sur le chat qui dit certains cumulent les identités dans le vol d'énergie, le plaintif qui parle tout le temps, par exemple. Oui. Il y a d'autres questions. Donc, il y a Angélique qui demande, avez-vous le sentiment que votre pratique est guidée par des forces supérieures ou des intuitions? Si oui, quelles forces? Alors, dans ma pratique, c'est clair que l'intuition a une grande place. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de techniques ou d'informations que j'ai reçues en intuition. Même si par la suite, j'ai pu découvrir que d'autres auteurs, d'autres mouvements ou traditions ont pratiqué la même chose. Donc, j'utilise des intuitions, oui. Je me suis basé, et donc dans le livre, c'est décrit sur un certain nombre de données énergétiques hein, issues de plusieurs grandes traditions, hein, comme la tradition ayurvédique par rapport au système des chakras, euh, comme la tradition, alors plus médecine traditionnelle chinoise sur les méridiens. Voilà, donc, mais ça, ce sont et plus la gnose par rapport aux trois foyers. Alors, individuellement, bien sûr que je suis guidé et accompagné par un certain nombre on va les appeler êtres de lumière. Voilà, des guides, des êtres de lumière, des êtres spirituels dans l'invisible. Et encore plus pendant une séance. Ça, c'est clair. Voilà. Même si j'ai pas cherché spécifiquement à les identifier, bon, je connais un peu certaines tendances. Voilà, hein, il y aurait le mouvement des maîtres guérisseurs qui m'accompagnent. Ça, c'est sûr. Voilà, si vous voulez, une des sources qui m'accompagnent dans ma pratique, il y a celle-là. Hein, les maîtres guérisseurs en font partie. Alors, il y a Nadia qui demande, que pensez-vous des nouvelles maladies environnementales comme l'électrosensibilité, par exemple? Alors, c'est vrai qu'il y a des nouvelles maladies hein, qui se développent. Euh, de plus en plus voilà, des douleurs chroniques, de la fatigue, de l'électrosensibilité, qui sont liées, dans un certain nombre de cas, à une certaine exposition aux ondes. Alors là c'est plus dans le domaine, on va dire, quand même physique, sans entrer dans le détail, c'est pas ma spécialité, hein, les ondes physiques, mais bien sûr que l'électromagnétisme physique a aussi des conséquences sur le système biophysique, sur le système biologique hein, du corps humain. Oui,
les GSM, les mobiles, les, les ordinateurs, le Wi-Fi, toutes ces ondes interagissent à un certain niveau avec le corps humain. Donc oui, dans certains cas, ça peut provoquer aussi des perturbations, des désordres, des maladies. L'électrosensibilité en fait partie. Hein, je connais donc dans mon entourage des personnes qui, suite à une exposition répétée et intense à des ondes électromagnétiques, ont développé une électrosensibilité. C'est vrai. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'ensuite, on peut quand même prendre des mesures pour limiter l'exposition et quand même retrouver un équilibre énergétique. Alors, ça peut prendre un certain temps aussi, hein. Ce que j'ai constaté, alors en tant que magnétiseur énergéticien, c'est que chez ces personnes-là, en effet, le corps énergétique, le corps éthérique, si vous préférez, est plus fin. Il a diminué d'épaisseur. C'est comme s'il était réduit, affaibli. Et dans certains cas, il est quasiment superposé au corps physique. Oui, alors pour bien expliquer les corps subtils, je ne considère pas les corps subtils comme des poupées russes, hein. Ce ne sont pas juste des enveloppes, des boîtes qui se mettent les unes sur les autres, mais ce sont bien une superposition tridimensionnelle au même endroit de vibration, hein, ce qu'on appelle les différents corps. Donc le corps énergétique, il imprègne et il remplit complètement le corps physique. Et ensuite, même chose avec le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel. Hein, ils occupent tous le même espace tridimensionnel. Ils interagissent les uns avec les autres. Pas uniquement en périphérie, hein, en extérieur, en surface, mais sur toute la profondeur, hein. Ça, c'est très important à comprendre. Et donc, chez les personnes électrosensibles, il peut y avoir, en tout cas, j'ai constaté chez un certain nombre, un affaiblissement, en tout cas une réduction nette du corps éthérique, qui ne joue plus son rôle de protection. Et c'est là où sont placés les chakras? Ou bien, comme tu dis, tout est... Oui, oui, oui. Non, non, les chakras font partie de la structure énergétique. Donc, les chakras sont bien situés sur le corps éthérique. Mhm. D'accord. Et parfois, on entend un chakra bloqué. Est-ce que tu penses que c'est possible, ça? Ou bien c'est un déséquilibre? Est-ce qu'un Oui. chakra peut être bloqué? Alors, on entend de manière abusive que certains ont leurs chakras qui sont fermés ou bloqués, etc. Non, Ouais. ça ne peut pas être complètement bloqué ou Bah, ce fermé. qui est bloqué, c'est que ça peut rapporter à leur porte-monnaie. Donc là, il n'est pas bloqué pour le coup, Voilà. excuse-moi. Mais bon, Ce qui- voilà quoi. Voilà. Ouais. Parce que sinon, si vous avez donc un centre d'énergie qui est complètement, soi-disant, fermé ou bloqué, c'est que vous êtes mort, hein. Donc ça ne Mhm. fonctionne plus. Le système énergétique Bah, ne voilà fonctionne quoi. plus. Donc non, ce C'est qui se ça. passe, c'est qu'ils peuvent être déséquilibrés, ils peuvent être affaiblis, leur vitesse de rotation peut être ralentie, parce que voilà, les chakras ont une certaine forme, hein, que je décris aussi. Ça ressemble plutôt à des vortex tridimensionnels. Et donc, ils peuvent être ralentis. Leur cône d'ouverture peut être plus ou moins ouvert, plus ou moins fermé. Et c'est dans ce sens-là, mais il y a une confusion. Quand on dit fermé, c'est pas comme une porte ouverte fermée. Non, c'est plutôt que le disque de captation, il est plus ou moins large ou plus ou moins réduit. C'est ça qui peut se passer. Ok. Et quand un chakra fonctionne moins bien, Oui. les autres prennent le relais en surplus. Enfin, je ne sais pas comment je dois m'exprimer. Est-ce qu'ils travaillent plus ou, ou pas? Alors, ça va dépendre des personnes. Alors, en tout cas, un chakra qui est déséquilibré, et ça aussi, je le précise chakra par chakra dans le livre avec des méditations. Un chakra qui est déséquilibré, il va avoir des conséquences, tout d'abord, sur une zone du corps, hein. En tout cas, si on prend les 7 chakras majeurs, euh, chacun gouverne une partie du corps avec différents organes et différents systèmes. Donc, un chakra affaibli, ralenti ou déséquilibré peut déjà avoir des conséquences physiques. Ensuite, mais ça dépend des personnes. Euh, dans certains cas, on constate que certains chakras sont liés à d'autres et que
un déséquilibre sur un chakra peut aussi se manifester sur un autre. Et la manifestation, elle n'est pas en proximité. Il y a plutôt un décalage. Voilà, mais c'est des cas quand même particuliers, ça. Mais pour donner un exemple, si par exemple on a un souci au niveau du chakra de la gorge, qu'est-ce que ça Oui, va provoquer physiquement? oui. Alors, chakra de la gorge, ben, ça peut provoquer des problèmes ORL, hein, clairement, Ah voire oui. des problèmes alors, respiratoires, enfin certains problèmes respiratoires, des problèmes de voix, problèmes de Mhm. gorge, voire des problèmes de nuque aussi. Enfin, c'est vraiment toute cette zone-là qui peut être thyroïde, clairement, hein, problème de thyroïde, qui est la glande qui est liée à ce chakra-là. Donc, c'est toute cette zone-là qui peut être affectée aussi. D'accord. Et donc, ça veut dire que s'il y a un souci physique, par exemple de thyroïde, on a forcément un souci au niveau du chakra de la gorge. Enfin, tout est interconnecté. Alors, c'est interconnecté. Euh, Généralement, c'est ce que je constate. Parce que je fais un bilan énergétique pour chaque personne, donc je vérifie l'état de chaque chakra. Et généralement, oui, quand il y a un organe ou une fonction qui est perturbée, le chakra correspondant a un déséquilibre. Mais alors plus ou moins marqué, hein. Ouais. Alors, il y a une question de Steph. La capacité à magnétiser est souvent présentée comme un don transmis par un magnétiseur. Mhm. Ne s'agit-il pas plutôt du partage d'une connaissance de la canalisation des énergies qui nous entourent, avec bien sûr une volonté d'aider dans l'amour son prochain? Sinon, qui a transmis ce don au premier magnétiseur de l'humanité? Oh, Oui, merci, c'est une bonne question. Donc, euh, don ou capacité. Donc, je considère que c'est un peu des deux, hein, une fois de plus. En tant qu'être humain, ou tout au moins en tant que conscience qui utilisons une structure humaine et énergétique, donc nous avons tous des capacités en base. Voilà, hein, ça fait partie de la structure énergétique. Donc ça, comme je l'expliquais, la projection d'énergie est une capacité de base. Par contre, la projection d'une grande quantité d'énergie, ça, c'est lié à un entraînement ou un don. Mais c'est pas toujours un don dans le sens transmission, mais c'est un don dans le sens où capacité exceptionnelle. Comme vous avez des artistes et des sportifs qui ont des capacités hors du commun, vous avez aussi des magnétiseurs ou des énergéticiens qui ont des capacités hors du commun. Donc c'est un don dans le sens où c'est une capacité exceptionnelle. Dans d'autres cas, il y a aussi en effet une transmission qui s'est faite. Il peut y avoir dans certaines familles ou dans certaines traditions liées à certains rites, des rites initiatiques, des transmissions qui se font. Des transmissions de connaissances, de savoirs, de techniques. Mais à ce moment-là, c'est un don dans le sens où on vous donne euh, une nouvelle capacité que vous n'aviez pas. alors, il y a Hélène qui demande dans quelle catégorie mettez-vous les énergies de la Lune et des astres? C'est pas par rapport au céleste de tout à l'heure. Oui, merci pour vos On questions a, ouais, on a des précises. bons auditeurs, nous, c'est Oui, bien. oui, Ça fait oui, oui, plaisir. oui. Franchement, Euh, ça, c'est bien. je les classerais plutôt dans du céleste, mais ensuite, il peut y avoir aussi une partie, comme ce sont des astres matériels, hein, il peut y avoir une partie aussi mais terrestre, mais dans le sens terrestre lié à l'astre lui-même. Alors, il y a Hélène qui demande un égrégore sur un lieu hautement énergétique, est-ce que ça va décupler les énergies du lieu? Alors, c'est vrai qu'on a présenté les égrégores de manière négative, mais il y a des égrégores positifs. Oui, bien sûr. Un égrégore, qu'est-ce que c'est? C'est une forme pensée, en fait. C'est une agrégation, c'est un assemblage d'un certain nombre d'énergies. Alors, par quoi sont produites ces énergies dans ces cas-là? Ce sont beaucoup donc des pensées, hein. Les pensées sont une forme d'énergie, alors moins intense que l'énergie directe, hein, l'énergie subtile, chi ou prana par exemple, mais les pensées contiennent de l'énergie. De même les émotions aussi. Les émotions
ont une certaine quantité d'énergie. Alors, une fois de plus faible, moins intense que l'énergie directe, mais elles contiennent aussi de l'énergie. Donc, dans certains lieux où ont été pratiqués des rituels, en particulier sur les lieux sacrés, se passent des rituels. D'ailleurs, pour sacraliser un lieu, vous faites un rituel. Donc, dans ces lieux-là, il peut y avoir en effet, on va dire, une vibration ou un égrégore directement énergétique, mais il peut y avoir en plus, voilà, si c'est un lieu, par exemple, où se rassemblent beaucoup de personnes, hein, les lieux de pèlerinage, par exemple, vous avez en plus, hein, tous ces égrégores émotionnels et liés aux pensées qui s'ajoutent. Voilà, toutes les croyances, tous les espoirs, toute la joie, tous les désirs, les envies des personnes qui viennent et qui contribuent aux égrégores. Mais dans ce cas-là, ce sont des égrégores, on va dire, positifs, oui, qui font du bien, qui peuvent justement aider, élever, faciliter. Qui peuvent contribuer aussi à certaines... on va pas dire guérison, c'est pas le mot, hein, mais soulager certaines pathologies aussi. Ça peut être le lieu, comme si le lieu magnétisait aussi la personne grâce à l'égrégore. Oui, alors il peut y avoir des lieux, en effet, mais c'est des lieux qui ont été, on va dire, extrêmement chargés. Oui, oui, oui. Des lieux extrêmement chargés qui eux-mêmes rayonnent un certain type d'énergie. Oui, certains temples, certaines églises, certains lieux de culte, à travers les âges, qui en général ont été réutilisés, hein, parce que d'une religion, d'une tradition à l'autre, on a beaucoup repris ceux des autres. On concentre et on reconcentre sur le même lieu. Ouais, ça accumule tout le temps, quoi, finalement. Oui, Hmm. oui, sur les mêmes lieux. Donc ces lieux-là, en effet, Michael, peuvent avoir des effets thérapeutiques, des effets rééquilibrants, Oui. des effets rechargeants Mhm. ou des effets nettoyants. Oui, je le vois comme ça, voilà, quoi. D'accord. Alors, s'il y a Alors en d'autres questions... plus, Oui. oui, alors en plus pour compléter, sur ces lieux-là, parce que ce n'est pas lié qu'à l'égrégore, vous pouvez aussi avoir, on va dire, des présences subtiles qui accompagnent les différents processus. Des guides, voilà, des guides ou alors euh, certains maîtres qui sont là pour accompagner dans l'invisible, hein, qui sont présents aussi. Mhm. Toi, tu crois, pardon, aux esprits de la nature ou non, par exemple, les élémentaux Bien sûr, D'accord. voilà. Enfin, Non, mais parce que je pensais à ça quand tu as parlé de... ouais, Voilà, que ça pourrait être des entités ou autres, enfin, si on peut dire, quoi. voilà. Dans mon expérience, en effet, j'ai côtoyé différents types d'entités, d'êtres de lumière, euh, sur différents niveaux. Oui, bien sûr, le monde invisible, pour moi, est aussi réel que le monde visible, hein. Voilà, écoute, t'es bien tombé ici, hein, franchement, Sylvain, c'est bien, c'est bien. C'est la bonne radio, alors, au moins. On fait, c'est les deux vraiment conjugués, c'est génial. Voilà. Super, bah merci Ah Mickaël, oui, merci Caroline, ça fait et merci plaisir. les auditeurs pour toutes vos Ben oui, questions. non, c'est génial. Bon. Alors, Il y a c'est... encore une il y a... question de Nadia, Oui, en fait. oui, oui, vas-y. Donc, Nadia dit merci pour l'explication du corps éthérique réduit en cas d'électrosensibilité. Ces personnes sont très angoissées. Est-ce que les personnes angoissées ont aussi ce corps éthérique réduit ou est-ce une spécificité des électrosensibles? Oui, alors, je ne généraliserai pas, toutes les personnes angoissées ne sont pas électrosensibles. À l'inverse, c'est vrai que beaucoup de personnes électrosensibles peuvent ressentir certains malaises, une certaine anxiété, voire de l'angoisse liée à leur situation, parce qu'elles ont l'impression de plus pouvoir euh, utiliser, on va dire, leur structure énergétique et leur corps comme avant, hein, parce que il y a beaucoup de changements dans ces cas-là, hein. Une personne angoissée donc n'aura pas généralement, voilà, son, son corps éthérique réduit comme une personne électrosensible. Elle peut avoir, elle, au niveau plutôt, voilà, du troisième chakra, certains déséquilibres, troisième ou deuxième chakra, liés à des peurs, voilà, qui se manifestent à ce niveau-là. Oui, là, il peut y avoir des déséquilibres.
Et Chez d'autres comment... personnes, Oui, voilà, chez et d'autres chez d'autres personnes. personnes, ça peut se mettre aussi au niveau des reins. Alors ça, c'est plus la médecine traditionnelle chinoise. Ah oui. Au niveau des organes, hein, les peurs peuvent se mettre sur les reins aussi, mais ça correspond à la même zone, hein. Mhm. D'accord. Mais tout à l'heure, tu parlais des relations, par exemple, si on a une relation avec quelqu'un Mhm. de assez toxique, une ex ou un ex, voilà, comment on peut essayer de se débarrasser finalement des énergies qui sont pas positives, on va dire ça comme ça. C'est quoi des rituels ou des exercices qu'il y a dans ton livre, hein, bien sûr, il y en a beaucoup, quoi. Toi, qu'est-ce que tu conseilles? Oui, alors pour avoir accompagné un certain nombre de personnes qui ont souffert de relations toxiques, de pervers narcissiques par exemple, Oui, voilà, par exemple. euh, dans ces cas-là, il y a besoin quand même de faire un nettoyage et un rééquilibrage. C'est difficile de le faire sur soi directement. C'est possible, mais ça nécessiterait quand même un certain entraînement. Donc, dans ces cas-là, il faut faire une libération énergétique, ce que j'appelle une libération énergétique, vraiment, avec une coupure, des coupures et des nettoyages spécifiques, hein, pour vraiment retrouver son autonomie et son indépendance énergétique. Et le fait que ça ne se fasse que dans un sens, je veux dire, sur une seule des personnes, en fait. Oui, oui, Non, enfin, c'est efficace. Enfin, on oui, va pas demander aux deux, mais bon. oui. Alors, pour Tu vas pas leur témoigner dire de de... venir en même temps, Caro, dans le Oui, cabinet. c'est ça. Vous pouvez Non, venir non, peut-être pas, non, c'est pas le truc là. non. Donc, en fait, ce sont principalement des liens, hein. Il y a un lien qui, euh, qui connecte les deux personnes. Si le lien il est coupé, il est coupé. Voilà. Donc, il est coupé pour les deux. Ouais, Donc quand j'agis sur l'un, ça va agir aussi sur l'autre, même si l'autre n'est pas présent. d'accord. Mais comme tu dis, tu as souvent eu des cas Oui, de pervers narcissiques ou manipulateurs ou autres. oui. Mais si la personne vient pour une coupure de lien, mais que de l'autre côté, l'autre personne continue, ça fonctionne ou pas? Dans ces cas-là, il y a un certain nombre de précautions à prendre, évidemment, hein. Comme dans le cas des vampires énergétiques ou du vol d'énergie, il y a besoin de prendre une distance de sécurité, clairement, pour ne pas réactiver certains liens, parce que certains peuvent chercher en effet à remettre, à reprendre de l'énergie. Mais quand c'est fait une première fois, bon, en plus, en rajoutant une protection, c'est quand même beaucoup plus difficile à faire. Ouais. Alors, il y a Hélène qui demande, notre lignée peut-elle aussi nous transmettre de bonnes ou de mauvaises énergies? Je ne suis pas un spécialiste, oui, des constellations familiales ou alors d'approches plus liées aux lignées, aux ancêtres. Maintenant, ce que je perçois, c'est que, on va dire, je vais le dire comme ça, voilà, certaines structures physiques peuvent ou non recevoir certains types d'énergie. Si dans votre lignée, par exemple, donc vous avez en effet une personne qui a pratiqué, euh, voilà, qui a fait un chemin spirituel, qui a pratiqué de la méditation ou alors des arts martiaux ou voilà, certaines techniques, ça peut faciliter, alors, mais je ne dis pas dans tous les cas, mais ça peut quand même faciliter pour vous de pouvoir développer le même type de pratique. C'est plus facile. Il y a comme une transmission, on va dire, vibratoire. Mais ensuite, elle doit encore être activée. Steph parlait des groupes de prière et des... Les Templiers ont aussi réfléchi à la conception des lieux religieux, églises Bien comme lieu sûr. d'énergie régénératrice, les pyramides aussi, et autres lieux. C'était plutôt une remarque. Bah oui, mais c'est bien, justement. C'est intéressant. Merci, Steph. Moi, j'en avais une. Est-ce que tu penses que ton magnétisme a des limites? Est-ce que tu peux traiter, enfin, soulager toute chose ou il y a des choses sur lesquelles tu n'arrives pas? Est-ce que t'as pas de limite? Pas Je du tout de pense que limite. Laetitia, Oui. Lassie, quand elle est passée, je ne sais plus, il me semble qu'elle avait une limite sur quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Oui. Alors, soyons clairs, j'ai des limites, bien sûr.
Mhm. Alors, il y a déjà des limites, on va dire, déontologiques, de ne pas faire de promesses, hein, comme on l'a vu. Pas de promesses de guérison non plus. Oui, donc moi, je mets déjà des limites, hein. Je mets un cadre de confiance, hein, un cadre de compassion, un cadre de bienveillance. Voilà, donc ça, c'est déjà des limites vibratoires et énergétiques que je mets. J'ai mes propres limites, évidemment, hein. Le magnétisme ne va pas agir, en tout cas tel que je le pratique, sur des maladies incurables, sur des maladies génétiques, sur des maladies voilà, dégénératives, sur le cancer directement. Il peut agir à d'autres niveaux, bien sûr. Le magnétisme peut aider à avoir plus de bien-être, peut aider à renforcer l'immunité, peut aider à rééquilibrer certains, on va dire, problèmes émotionnels ou croyances limitatives. Oui, bien sûr, qui peuvent avoir causé certains déséquilibres qui ont facilité l'apparition de telle ou telle maladie. Mais, soyons clairs, une fois de plus, hein, le magnétisme ne va pas, en tout cas comme je le pratique, ne va pas faire disparaître voilà, une fracture ou alors supprimer un cancer ou une maladie génétique. Non. Donc il y a des limites, bien sûr. Mais il n'y a pas de contre-indication. Je veux dire, tu peux pas faire de mal. Dans mon approche, je n'ai pas trouvé de contre-indication. De faire attention, Laetitia l'a souligné, de faire attention aux personnes voilà, qui ont un pacemaker, par exemple, qui a un appareil comme électromagnétique dans le corps, ou les personnes qui sont enceintes aussi. Mais certains bébés réagissent hein, aussi à l'énergie du magnétisme, réagissent positivement hein, dans certains cas. Donc, tout ça en le faisant de manière, bien sûr, bienveillante, respectueuse et adaptée, hein. Et tu penses énergétiquement, tu pourrais avoir une femme qui est enceinte mais qui l'ignore, et avec ton Et le magnétisme, tu pourrais ressentir. capter qu'elle est Oui, enceinte ou pas? oui, c'est possible. Ah oui. Oui. Alors, une fois de plus, je capte et je reçois certaines informations. Ça m'arrive aussi d'avoir des informations. Si c'est important que j'ai ces informations pour la personne. Il se peut Oui. que dans certains cas, je capte et dans d'autres cas, je ne capte pas. On ne me donne pas l'information non plus. Et dans certains cas, je ressens en effet une vie, une énergie de vie, bien sûr. Alors, il y a Steph qui demande si tu distingues le magnétisme organique du magnétiseur et celui qu'il puise dans l'environnement. Si oui, lequel utiliser plutôt? Alors, si je comprends bien la question, ce serait la Alors, différence. Sylvain distingue-t-il le magnétisme Oui, organique du magnétiseur et celui qu'il puise dans l'environnement? Si oui, lequel utiliser plutôt? j'ai envie de répondre les deux, dans le sens où, bon, alors une fois de plus, hein, dans ma pratique, je capte différents types d'énergie subtiles, externes, que je vais transformer, encoder, intensifier au niveau interne, avant de les transmettre. Donc, alors précision importante, en tant que magnétiseur, je ne transmets pas mon énergie. Ça, c'est très important. Les, les ancêtres des magnétiseurs, en particulier les rebouteux, avaient tendance à donner leur énergie. Et certains tombaient malades, étaient obligés d'arrêter, parce qu'ils s'épuisaient. Ils donnaient leur énergie vitale. Les énergéticiens modernes, les magnétiseurs actuels, ont appris à beaucoup plus capter les énergies, même si, une fois de plus, hein, il y a une alchimie interne qui s'opère, dans laquelle ils sont engagés, avant de transmettre l'énergie. Donc, c'est à la fois, j'utilise des énergies subtiles, on va dire externes, mais dans le sens où elles sont à l'extérieur de la structure énergétique, pour les faire converger donc dans le cœur énergétique, où se passe l'alchimie énergétique,
hein, l'encodage, la verbalisation, l'intensification, avant de transmettre. Donc, c'est les deux. Ma réponse, ce serait les deux. Mais énergie organique, je ne transmets pas mon énergie, mais j'encode avec mon intention. C'est vrai. Alors Nadia demande, pensez-vous que Jésus était magnétiseur? Vous êtes-vous penché sur la question? Oui, alors j'en parle dans Secret de magnétiseur, dans le dernier chapitre, qui est un chapitre plus spirituel. D'ailleurs, tu vas dans ton livre du plus, on va dire, terre à terre, Oui. jusqu'au spirituel. Hein. Ça va crescendo, on va dire. Oui, très bien vu, Michael. En effet, il y a une progression Voilà, c'est ça. hein, dans l'ouvrage, une progression vibratoire aussi. Aussi, oui. Donc, il y a un chapitre, en effet, sur la santé et le bien-être, le magnétisme, et le dernier chapitre est beaucoup plus spirituel sur comment est-ce qu'on peut utiliser les énergies subtiles sur une voie spirituelle. Et en effet, il y a eu, je donne deux exemples de, on va appeler ça voilà, des maîtres spirituels qui ont vraiment accompli des miracles, ou tout au moins des actions extraordinaires. Miracles, c'est parce qu'on ne les explique pas, mais énergétiquement, on peut expliquer. Et ils ont accompli des actes extraordinaires. Donc le Maître Jésus en fait partie. Oui, c'était vraiment un des plus grands. Alors lui, à mon avis, on peut le qualifier de guérisseur, parce que sa capacité énergétique était telle que l'auto-guérison était instantanée. Là où il y a besoin d'un certain temps, en tout cas dans ma pratique, je vois qu'il y a besoin d'un certain temps d'intégration. Chez lui, son niveau énergétique était tel, sa structure énergétique était tellement vibratoire qu'il pouvait accomplir des actes énergétiques extraordinaires. Donc c'est dans ce sens-là que c'était un grand guérisseur, mais il imposait aussi les mains. Poser les mains, c'est imposer les mains, c'est la même chose. Et il y a un certain nombre dans le Nouveau Testament, un certain nombre de situations, de cas, je crois que j'en ai relevé une dizaine, où en effet, il agit par imposition des mains. Mais, étonnamment, dans certains cas, ça ne fonctionne pas. En tout cas, d'après ce qu'on... Ça ne fonctionne pas aussi bien qu'ailleurs. Donc, même avec des maîtres énergétiques de son niveau, il semblerait que le libre arbitre agit aussi. C'est-à-dire une personne qui refuse, clairement, une personne qui refuse d'être aidée au niveau énergie peut bloquer certains processus. Mais c'est clair que voilà, le Maître Jésus avait des capacités hors du commun, des capacités énergétiques hors du commun, c'est vrai. Alors, il y a Steph qui demande, des magnétiseurs indiquent que magnétiser une femme enceinte peut faire réagir le bébé et parfois provoquer des situations à risque, comme le cordon ombilical vrillé autour du cou du bébé. Qu'en pensez? Voilà, c'est pour ça que j'indiquais que sur certaines personnes, donc comme les femmes enceintes ou les personnes qui ont des pacemakers, c'est important de faire attention. Oui. Donc de soit éviter la zone du cœur ou la zone du ventre, ou alors juste faire une très légère imposition. Donc oui, bien sûr, il y a des précautions à prendre. Mais en même temps, ça n'empêche pas de pouvoir prendre soin de ces personnes-là. Oui, de les magnétiser, de prendre soin d'elles. Oui. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question de Steph. Les énergies externes ne proviennent-elles pas de tout ce qui est vivant sur Terre, une sorte de vol bénéfique? Ne faut-il d'ailleurs pas prier et demander avant de magnétiser la permission d'utiliser cette énergie et remercier à la fin des passes? Alors, dans ma pratique, dans ma vision des choses, tous les êtres vivants sont remplis d'énergie subtile, bien sûr, c'est leur point commun. Ce ne sont pas la source d'énergie subtile,
mais ils sont remplis d'énergie subtile. Mais il n'y a pas besoin d'aller prendre l'énergie, hein, c'est ce que j'ai expliqué pour les personnes, mais ça s'applique aussi aux êtres vivants. Il n'y a pas besoin d'aller prendre l'énergie chez des végétaux, chez des animaux ou ailleurs pour avoir de l'énergie. On peut la capter de manière tout à fait, on va dire, constructive, bienveillante, respectueuse, parce qu'elle est présente en abondance. Ça, c'est un des messages aussi forts que je donne dans le livre, c'est que l'énergie, en fait, les énergies subtiles, elles sont abondantes. Contrairement aux énergies fossiles qui sont limitées, le pétrole, le gaz, le charbon, par exemple, qui sont limitées, les énergies subtiles, elles sont abondantes. Encore faut-il savoir, une fois de plus, hein, les capter, les encoder, les utiliser. Il n'y a plus de questions, je crois, hein, Caro. C'est une continuité. Donc, Steph disait, dans cette logique, notre capacité à magnétiser et donc à guérir ne dépend-elle pas du potentiel magnétique de notre environnement terrestre? Le potentiel magnétique, alors... voilà, je ne perçois pas si c'est une question au niveau du potentiel magnétique physique ou plus subtil. Je ne vois pas dans quelles conditions autres, hein, en tant qu'être incarné, nous sommes sur une planète. Donc nous sommes connectés en effet à des énergies telluriques et à des énergies célestes, à des énergies ambiantes. Donc c'est celle-là qu'on utilise. En tout cas, dans mon expérience, c'est celle que j'utilise. Peut-être que dans d'autres conditions, dans d'autres univers, ça se passe autrement. Mais là, je ne peux pas répondre. Là, on est sur Terre. Hein. Donc, tiens, justement, Exactement. ça tombe Ouais. bien qu'on est sur. Oui, voilà, on est sur Terre. Donc, si tu veux, pour terminer l'émission, on peut parler de l'ancrage, comme on avait dit, comme ça. Il y a on une y vient. dernière question. Ah, sur pardon, le une chat. dernière question. Après, ok. Non, parce qu'après, il faut Donc, qu'on termine, c'est pour ok. ça. Parce que, Il y a Fatma qui demande, est-ce que le magnétisme peut contrer des actes de magie à répétition avec insistance? Alors, je ne considère pas le magnétisme comme de la magie. Voilà, même si donc, la magie peut utiliser certains types d'énergie, c'est vrai. L'énergie en soi, elle est neutre. Hein, comme je l'indiquais, c'est une force, c'est une puissance, c'est une intensité. Ensuite, elle peut être encodée de différentes manières. Il peut y avoir des manières plus positives, constructives, bienveillantes, et des manières un peu plus négatives, destructives, voire malveillantes. Voilà. Mais je cherche, voilà, dans mon approche... Je pense qu'elle veut dire se protéger de la magie. Est-ce qu'on peut, grâce au Est-ce que magnétisme, le magnétisme je pense que peut c'est ça. contrer des actes magiques contre la personne, certainement? Oui, oui. Le magnétisme peut aider, donc on l'a vu, à renforcer la structure énergétique. Et dans certains cas, c'est en effet cette structure-là qui peut être, on va dire, attaquée ou affaiblie par de la magie. Donc la réponse serait oui, ça peut aider. Oui, donc, alors, si tu veux, Sylvain, on peut terminer l'émission en parlant de l'ancrage. Donc, qu'est-ce que l'ancrage, pourquoi être ancré et comment s'ancrer au final? Alors, c'est très important, en effet, d'avoir ce sont des approches complémentaires que je développe. L'une, donc, la connexion Terre, hein, qu'on appelle l'ancrage. Et l'autre, celle qui est complémentaire, c'est celle que j'ai appelée donc, la connexion ciel ou l'enciélage. Voilà. C'est aussi important d'avoir les pieds sur Terre que la tête dans les étoiles. Hein, donc ça veut dire, dit autrement, c'est aussi important d'être connecté vers le bas que vers le haut, que d'utiliser certaines énergies subtiles terrestres que des énergies subtiles célestes. Et l'ancrage, ça fait partie en effet de ces techniques qui permettent d'améliorer, de développer, de renforcer la connexion avec la Terre.
Donc, un des bons moyens que j'ai donné dans le livre, hein, pour faire de l'ancrage, alors ancrage complémentaire avec l'ensielage, c'est la méditation de l'arbre. Les arbres sont vraiment des exemples remarquables d'ancrage et d'ensielage. Ils sont totalement connectés à la terre et totalement ouverts au ciel. Nous pouvons faire comme les arbres. Donc nous pouvons aussi nous renforcer notre connexion terre, ce qu'on appelle nos racines énergétiques vers le bas, et nous pouvons aussi ouvrir, déployer, hein, comme les branches et les feuilles de l'arbre, nos connexions vers le ciel. Voilà. Qu'est-ce que ça permet donc un bon ancrage? Alors l'ancrage est lié en particulier au premier chakra, l'ensielage au septième chakra, sixième et septième chakra. Donc un bon ancrage, ça permet entre autres une bonne faculté, on va dire, voilà, pour reprendre l'expression, d'être bien dans sa peau, d'avoir les pieds sur terre, d'avoir une capacité de matérialiser par exemple, de réaliser des projets, de pouvoir concrétiser les choses. Voilà ce que ça aide à faire un bon ancrage énergétique. Et c'est de là, comme on disait tout à l'heure, d'imaginer des racines sous ses pieds pour être bien ancré à la terre. Oui, c'est ça. il y a en effet des chakras mineurs sous chaque pied, Oui, sous la plante de chaque pied, et on peut tout à fait, à partir de là, imaginer des extensions, hein, qui descendent plus profondément. Mais l'ancrage se fait en fait par les chakras mineurs des pieds. D'accord. On apprend tout ça dans ton livre, hein, donc moi je le conseille vraiment, je le recommande aux auditeurs, vraiment. Il est sorti aujourd'hui. Il est sorti aujourd'hui en plus. Alors je sais pas s'il y a des remarques, juste des dernières remarques sur le chat. Non, ça parlait des énergies des astres, énergie cosmique, énergie tellurique cosmique. D'accord. Voilà. Bon, bah tu vois, on est tous bien connectés. Ça fait plaisir. Oui, tout à fait. Oui. Tu sais, si tu veux bien, Sylvain, nous dire si tu proposes des ateliers, des cours, des formations, voilà, qu'est-ce que tu proposes? Bah, évidemment, des séances de magnétisme, hein, bien, mais sinon, hormis les séances. Alors, qu'est-ce que je propose? J'ai deux passions en fait. Donc j'ai une première passion qui est celle de prendre soin, en effet, Oui. hein, de donner des soins énergétiques et de magnétisme. Donc je propose des séances de magnétisme. Je ne fais pas à distance, donc je fais ça dans un cabinet qui est situé à Namur, en Belgique. Voilà, ce sont des séances de 1 heure. Donc je ne fais pas à distance, hein. J'ai déjà eu des demandes, mais je préfère faire ça en local. Même si je peux agir en tant que coupeur de feu, mais ça c'est pour des cas très particuliers, à distance. Donc voilà, dans mon offre, il y a d'abord le soin. Et ma deuxième passion, c'est justement de transmettre. Donc de transmettre des informations qui soient claires, qui soient sérieuse, qui soit sourcée. Donc c'est bien l'objectif donc de ce livre, hein. C'est une première étape, hein, de pouvoir donner, diffuser le plus largement possible des informations, des données, des expériences, des connaissances sur l'énergétique. Et ensuite, d'ici quelques mois, je prévois de faire aussi de la formation, donc pour pouvoir aider, accompagner à mettre en pratique ces connaissances. Une connaissance, en effet, qui devient vivante, c'est une expérience. Donc, je vais aider aussi à faire l'expérience des énergies subtiles. Alors, je ne donnerai pas de formation de magnétisme, ce n'est pas le but. Il y en a déjà, et ce n'est pas ce que je cherche à faire, mais je vais donner des formations d'énergétique. De vraiment apprendre à la fois à connaître et à utiliser la structure énergétique. Donc tout ce que nous avons en nous, les énergies subtiles, hein, la structure énergétique, ses différentes composantes,
et tout ce qui est possible de faire avec. D'accord. Voilà, et tout ça dans un but d'autonomie, hein. C'est vraiment mon intention, c'est de rendre les personnes le plus autonomes possible au niveau énergétique. Merci Voilà. beaucoup. Donc, le livre Secret de magnétiseur chez Le Duc, aux éditions Le Duc. Voilà, on vous le N'hésitez pas. conseille. Merci beaucoup. Et puis, merci Sylvain hein, pour cette belle émission, vraiment. C'était très bien. Et puis, on a passé un super moment, voilà, tous ensemble. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael. Oui, merci beaucoup, Caroline, hein, pour vos questions, votre accueil, et puis cette belle possibilité de pouvoir en parler le jour de la sortie du livre. Et en plus, oui, c'est vrai. Merci et puis à très Merci. bientôt alors. À Bonne nuit à bientôt. tous. Bonne nuit. À bientôt. Au revoir. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.